Moi, je vois des intervenants de gauche qui, toute leur vie politique, avaient l'étiquette du bon républicain, du type respectable. Et maintenant que l'extrême droite participe à définir qui a l'étiquette ou pas, qui ont une peur bleue de se faire enlever ce capital symbolique. Il y a beaucoup de gens qui abdiquent parce qu'ils ont peur. Ils vont sur des sujets comme la sécurité ou l'immigration à reculons parce qu'ils acceptent ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est-à-dire que les Français sont tous des racistes, qu'ils sont tous contre l'immigration, ce qui n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, tu vas sur le terrain, tu regardes ce qui se passe à Calais, tu vois qu'il y a des gens, je pense au père de Mester, etc., qui ont fait des grèves de la faim pour protester contre les conditions d'occupation. À République, il y a des soutiens aux réfugiés, aux exilés. Mais enfin, je veux dire, les gens tendent la main, en fait, aux gens qui sont dans le besoin. Pas tous les Français, mais il y a quand même une tradition de solidarité dans ce pays qui est encore forte. Nos idées sont fortes. Bonjour David Guiraud. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. David, tu es le porte-parole jeunesse de la France Insoumise. J'avais envie de revenir avec toi ce matin sur les différentes polémiques à gauche, accusées pour certains de reprendre les thèmes et parfois les diagnostics de l'extrême droite pour exister, peut-être aussi pour se crédibiliser, pense-t-il à tort, sur les questions de sécurité, de laïcité ou d'immigration. Mais d'abord, toi, tu es un intervenant régulier des chaînes d'information, à commencer par CNews, la chaîne qui ne cache plus ses intentions de faire vivre le débat, ou en tout cas les idées de l'extrême droite à longueur de journée, voire de faire triompher l'extrême droite, une chaîne qui se met presque à la disposition des Le Pen et autres Zemmour. Tu continues de penser que c'est utile et nécessaire d'être présent sur la chaîne de Vincent Bolloré? Bah alors, en ce moment, c'est eux qui me font la gueule. Vous aurez remarqué que ça fait quelques semaines quand même que j'ai pas été sur CNews, pour une raison simple, c'est que pour eux, je suis insupportable. Et je pense que c'est ça l'angle qu'il faut avoir quand on est de gauche et qu'on va sur ces médias-là. C'est de faire de leur vie un enfer. Enfin, moi, en gros, j'arrive sur une chaîne dans un état d'esprit combatif, quoi. J'y viens pas pour discuter gentiment avec des gens. Après, bien sûr, la question, elle se pose. Moi, je comprends parfaitement que des citoyens, par exemple, puissent se dire, j'ai pas envie de voir cette chaîne, j'ai pas envie de voir David Guiraud, même si je l'aime bien, j'ai pas envie de participer à tout ça. Après, moi, pour moi, le vrai critère là-dedans, quand on est face à des gens d'extrême droite ou autre, c'est juste est-ce qu'on est efficace ou pas. Il y a un moment où je considère que je suis efficace quand je suis dans ces formats et que j'arrive à troubler l'émission, par exemple. C'est un choix. Hein. Si j'y arrive pas, là, effectivement, je le prends sur moi et c'est d'autant plus difficile que, forcément, vu que c'est des thèmes quand même qui sont très sur la sécurité et tout, si j'y arrive pas, c'est un échec aussi. Mais je juge plus ça sur la question de l'efficacité du discours parce que si on se met à boycotter CNews, faut se rendre compte quand même qu'en fait, les discours d'extrême droite, ils sont pas que sur CNews. Alors, c'est vrai qu'il y a des intervenants hyper problématiques. Hein. Sur CNews, il y a des obsessions, c'est vrai. Mais je veux dire, il y a d'autres chaînes qui ont diffusé, mais même à l'époque, les discours de Zemmour en intégralité pendant la convention de la droite. Donc en fait, si on se met à avoir cette position-là, faut être cohérent. Et je comprends qu'on puisse l'être, mais moi, c'est vrai que c'est pas ma position parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, je suis content que vous y étiez. Voilà, je suis content d'avoir eu une parole différente sur ce média. Mais bon, en ce moment, c'est eux qui me font la gueule parce que je reprends leurs journalistes en fait. Je les conteste. C'est-à-dire que c'est pas juste leur intervenant, c'est leur journaliste aussi que je conteste. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que ce qui se passe en particulier sur CNews, ce qui ne se passe peut-être pas ailleurs sur d'autres chaînes, c'est le côté très unanime des plateaux, la composition des plateaux. C'est-à-dire que la gauche est quand même très rarement représentée, ou si elle est représentée, il y a une personne face à 4 personnes, plus l'invité ou l'animateur qui est souvent en contradiction avec toi ou avec celui qui va représenter la gauche. Pourquoi ne pas avoir choisi, comme presque tous les écologistes, je crois que même c'est une décision du mouvement des écologistes, de ne pas aller de boycotter la chaîne. C'est-à-dire que s'il y avait eu une décision unanime de l'ensemble des personnalités de gauche de ne plus aller sur cette chaîne, est-ce que ça n'aurait pas créé un petit rebondissement? On l'a fait. En fait, on l'a déjà fait. Moi, j'ai boycotté CNews pendant plusieurs mois, à l'époque où Zemmour est arrivé sur la chaîne. À l'époque, j'étais déjà un peu partagé sur la stratégie du boycott, pour être honnête. Moi, j'étais pas de ceux qui disaient qu'il fallait y aller, mais on a respecté le boycott. Et en vérité, il y a des organisations de gauche qui y sont retournées. En fait, à partir du moment où c'est vrai que t'en as qui cèdent et qui y vont, même en tant que personnalité soi-disant issue de la société civile ou autre, je pense à D'Artigol par exemple ou autre, ou Laurent Geoffrin, c'est difficile pour une organisation sont chroniqueurs rémunérés pour la peine. C'est ça. Non mais voilà. Donc, mais c'est leur choix à la limite. Moi, je suis pas là pour leur mettre des anathèmes, mais le fait est qu'en fait, il y a des gens qui participent à cette caution de gauche là. Maintenant, moi je pars du principe qu'en fait c'est pas vrai que même sur un média comme CNews, on est obligé de se faire piétiner par l'extrême droite et ses thèmes. Je veux dire en fait, faut juste être prêt, faut être bon, faut être très bon même, c'est-à-dire qu'il faut se préparer extrêmement sérieusement à des sujets sur la sécurité ou autre, parce qu'il y a un chantage moral, c'est-à-dire qu'on prend des faits divers qui sont horribles,
que c'est vrai qu'il y en a qui sont horribles, et on dit mais comment ça, vous condamnez pas, etc. Faut être prêt à ça. Mais c'est pas vrai qu'on est obligé de se faire rouler dessus, quoi. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là, c'est qu'il faut un peu relever la tête et se dire que, avec de la préparation, avec des idées, on peut y arriver. Et je le dis parce que c'est en ce moment la tragédie à gauche, c'est de se dire que nos idées sont pas surpuissantes, quoi. On a perdu toute envie. Enfin, j'ai l'impression que chez beaucoup d'intervenants à gauche, mais que ce soit sur CNews ou autre, hein, il n'y a plus l'envie de défendre des idées puissantes. Et en vérité, on pourrait cliver sur ces idées-là. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu ce clivage-là, c'était avec Sandrine Rousseau, c'est-à-dire qu'elle arrive avec des idées clivantes, mais on se dit, mais c'est marrant, mais ça marche en fait. On peut cliver à gauche. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce que va dire Sandrine Rousseau, mais il n'empêche qu'on peut amener du débat, y compris sur les chaînes les plus Est-ce que c'est pour difficiles. ça que tu dis, par exemple, que ils te font la gueule aujourd'hui et qu'ils t'invitent plus? Est-ce que c'est précisément parce que tu es efficace sur leur chaîne et que ceux qui sont invités, du coup, en tout cas, les choix qu'ils font quand ils invitent quelqu'un pour te remplacer, par exemple, ce sont des gens, en tout cas, qui font pas peur à la chaîne, qui sont pas là pour déstabiliser les invités, déstabiliser l'animateur. Est-ce que finalement, justement, les invités qui sont ceux de CNews pour faire les représentants de la gauche, ce sont pas un peu des mous du genou, quoi? Bah, après, moi, j'essaye de rester humble parce que c'est aussi souvent l'écueil quand on fait des médias, c'est de penser que tout est acquis. Donc, faut jamais rester comme ça sur ses lauriers. Mais moi, je bosse, je me fixe des objectifs et je sais quand mes objectifs sont réussis ou pas. Si je suis efficace, c'est les gens qui me le disent. Mais clairement, je pense que ce qui les ennuie, c'est que je conteste jusqu'à leurs journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans cette espèce d'entre-deux où ils sont en train de on peut le dire, qu'ils sont transformés en chaîne d'opinion. C'est leur droit, hein. Enfin, je veux dire, moi, au moins ils se cachent pas. Ils sont en train de se transformer. Que le CSA le reconnaisse. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Mais ils se transforment en chaîne d'opinion. Et moi, j'ai déjà eu la discussion avec eux. Je leur dis, mais si vos journalistes font partie du débat, c'est-à-dire si c'est plus des gens qui animent juste la discussion, mais qui participent à la discussion politique, mais vous étonnez pas que je les cartonne aussi. Enfin, je veux dire, c'est juste ça la question. C'est est-ce que vous acceptez un moment que, y compris, on s'en prenne à des gens qui interviennent dans le débat. Enfin, je veux dire, Pascal Pro, Sonia Mabrouk qui se met en scène dans un débat politique quand elle fait ses interviews, par exemple. Mais Sonia Mabrouk, pour le coup, moi je trouve que c'est la plus transparente dans la démarche. Hein. Enfin, je veux dire, honnêtement, c'est quelqu'un qui s'assume politiquement, etc. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui s'assument. Le problème sur CNews, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'assument à l'extrême droite, en fait, ou alors qui se cachent, etc. Mais c'est ça la question. C'est est-ce que on accepte les règles du jeu telles qu'ils les fixent eux, ou est-ce qu'on dit, quand on arrive sur ces médias, on fixe une nouvelle règle du jeu, on dit maintenant, c'est aussi moi qui décide. Je suis intervenant et il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que quand on a le micro, ça c'est un truc de base, mais que j'ai appris en Assemblée Générale étudiante à Tolbiac, quand tu as le micro, tu as un pouvoir. C'est pas vrai que tu vas te faire marcher dessus, c'est pas vrai que tu vas te faire rouler dessus. Tu as un pouvoir et c'est ta responsabilité de l'exercer. Moi, je pars de ce principe-là. Encore une fois, je comprends parfaitement les intervenants et les intervenantes qui n'y vont pas. Parce que c'est hyper violent, parce que quand on sort, alors c'est les commentaires, les menaces de mort, les machins, je comprends. Et en plus, moi, j'ai une position sociale qui fait que c'est plus facile pour moi de dire certaines choses. Je me souviens encore des polémiques, par exemple, où Daniel Obono, elle arrive, on la force à dire sur d'autres émissions, de dire vive la France, etc. Moi, jamais on me l'a demandé. Et on sait très bien pourquoi on me le demande pas. Donc voilà, j'ai aussi ce petit privilège-là qui me permet d'aller plus loin. Mais du coup, je le prends aussi comme une responsabilité. C'est pas juste se dire j'ai ce privilège, etc. C'est juste maintenant il faut y aller, quoi. Mais bon, c'est un choix. Allez, revenons sur cette gauche qui se perd. Je disais qu'une partie de la gauche n'hésitait plus à aller sur le terrain de l'extrême droite pour soit exister, soit chercher à se crédibiliser auprès d'un électorat de droite, voire d'extrême droite. C'est deux hypothèses que je formule. On reviendra évidemment sur les propos de Montebourg, qui ont créé la polémique tout ce week-end. Mais d'abord, comment tu expliques, toi, justement, qu'une partie de cette gauche s'engouffre dans cette voie? Mais parce que je pense que dans toutes les périodes où le débat politique s'effrite, je dis s'effrite, on pourrait dire s'effondre, il y a des gens, des responsables politiques, mais dans toutes les périodes de l'histoire, qui sont plus préoccupés par leur petite étiquette, la manière dont ils sont présents dans la société bien bourgeoise, bien codée, plutôt que par la défense de leurs idées. Et en fait, moi, je vois des intervenants de gauche qui, toute leur vie politique, avaient l'étiquette du bon républicain, du type respectable. Et maintenant que l'extrême droite participe à définir qui a l'étiquette ou pas, qui ont une peur bleue de se faire enlever ce capital symbolique. Et en fait, je pense que beaucoup de choses viennent de là. En fait, il y a beaucoup de gens qui abdiquent parce qu'ils ont peur. C'est une réalité, il y en a qui ont peur. C'est-à-dire, ils vont sur des sujets comme la sécurité ou l'immigration à reculons parce qu'ils acceptent ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est-à-dire que les Français sont tous des racistes, qu'ils sont tous contre l'immigration. Ce qui n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, tu vas sur le terrain, tu regardes ce qui se passe à Calais, tu vois qu'il y a des gens, je pense au père de Mester, etc., qui ont fait des grèves de la faim
pour protester contre les conditions d'occupation. À République, il y a des soutiens aux réfugiés, aux exilés. Mais enfin, je veux dire, les gens tendent la main, en fait, aux gens qui sont dans le besoin. Pas tous les Français, mais il y a quand même une tradition de solidarité dans ce pays qui est encore forte. Nos idées sont fortes. Le problème, c'est que les responsables politiques vivent tellement dans cette bulle médiatique où on a l'impression, c'est vrai, quand on regarde les médias, on a l'impression que tous les Français, c'est horrible, la sécurité, etc. Et ils se rendent pas compte que justement, il y a plein de gens qui attendent d'eux qu'ils soient puissants sur leurs idées, solides sur leurs appuis et qui bossent leur dossier. Et ça, c'est quand même un des trucs aussi qui manque quand même sur cette partie-là, c'est qu'ils bossent pas. Et ça, c'est terrible. Quand tu dis qu'ils bossent pas, alors nous, Montebourg fait cette proposition qui consiste à bloquer les transferts d'argent particuliers vers les pays qui n'accueillent pas leurs ressortissants qui ont reçu en France une OQTF, une décision de quitter le territoire français, pardon. Zemmour a même applaudi et a dit dans un tweet bravo Arnaud. Incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tactique de la part d'Arnaud Montebourg, c'est même pas politique, c'est une tactique pour aller créer du buzz, récupérer un électorat que peut-être il n'aura jamais. C'est quoi qui se cache derrière cette sortie d'Arnaud Montebourg qui est apparue totalement surréaliste et qui, pour la peine, unanimement a indigné la gauche? C'est que les positions politiques racistes font exister aujourd'hui et que du coup, il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée de surfer sur ces thèmes-là. Mais c'est le signe d'une bataille culturelle perdue à gauche? Bah, de sa part, oui. Bah, ça, clairement, enfin, je veux dire, c'est une défaite en race campagne. Parce que, je veux dire, en fait, fut un temps où la gauche, elle parlait du droit de vote des étrangers aux élections locales. Enfin, il faut quand même se rappeler que... Le Parti Socialiste l'a toujours proposé d'ailleurs. Mais oui, mais et ça, les gens ont peur de le dire maintenant. Mais vous risquez quoi? Si ce n'est, en tant qu'orateur, je dis dans les médias, vous risquez quoi en fait? Les gens qui sont dans les médias, ils vont bien. Donc profitez-en en fait, allez-y, défendez vos idées, battez-vous. Et c'est ça, ce qui me met en colère, c'est que c'est pas vrai qu'on peut exister que sur des propositions d'extrême droite. C'est pas vrai. Je veux dire, ce que fait Montebourg, qui est un truc tactique, parce que vous avez votre confrère du Figaro qui a révélé que c'était pas dans ses propositions en plus. C'est vraiment de la com. C'est-à-dire de la com sur un truc objectivement raciste en plus. Enfin, je veux dire, c'est les Western Union et tout. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui aident leur famille, qui est restée au pays, qui couvrent les frais d'hôpitaux des grands-parents. Enfin, c'est ça la réalité de ces trucs-là. Mais pourquoi les propositions de gauche, quand elles arrivent dans le débat public, même quand Anne Hidalgo fait sa proposition sur les salaires des enseignants, que Jean-Luc Mélenchon fait des propositions sur la réforme des retraites, des propositions sur le temps de travail, des propositions sur l'économie de la mer, par exemple, pourquoi ça n'imprime pas dans le débat public? Bah parce qu'on n'est pas maître du débat médiatique, ça c'est une chose. Mais ceci dit, il y a des propositions clivantes qui avancent et qu'on peut faire avancer. Et même sur l'immigration. Enfin, je veux dire, il est possible de parler d'immigration sans reprendre les thèmes de l'extrême droite. Justement parce que en ce moment à Calais, ça a été traité médiatiquement. Ce qui va pas, c'est que souvent j'ai l'impression qu'on est un peu seul à la France insoumise. Parce que le PCF, on ne sait pas ce qu'il fait Roussel sur ces questions-là. Montebourg, il se perd. Le PS est sur des positions traditionnellement un peu le cul entre deux chaises. Donc bon, il nous reste les candidats un peu à notre gauche, c'est vrai, ils en parlent, mais qui n'ont pas accès aux médias, qui ne sont pas dans une volonté par ailleurs de conquête du pouvoir d'État, parce que c'est leur logique, pas parce qu'ils ne le veulent pas. Mais on peut faire des choses, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sur les OQTF. Je ne comprends pas qu'est-ce qui interdit les orateurs nationaux des partis politiques de dire, mais par exemple, on a une politique aujourd'hui en France de délivrance d'OQTF comme ça, de manière quasiment automatique, qui sont des trappes à précarité, des trappes à pauvreté, des trappes à exclusion sociale, qui fait que c'est l'État français lui-même qui crée en fait cette marginalité, et que de cette marginalité, il n'y a rien de bon qui en ressort, c'est vrai, mais enfin, je veux dire, on pourrait faire autrement, on pourrait refondre le système des OQTF. Typiquement, on pourrait faire ça. On pourrait se dire que le but, c'est d'accueillir dignement les gens parce qu'il n'y a pas d'explosion migratoire. Et je pense que dans le débat, il y a quelque chose, par exemple, sur Zemmour qui moi, m'a un peu interpellé. C'est qu'on a besoin de dirigeants politiques qui assument. Et c'est un vrai truc d'assumer ses positions. Parce qu'on est dans un moment où vu que tout est un peu mou comme ça, on a besoin de gens qui assument leur position. Et Jean-Luc Mélenchon assume cette position, vraiment? C'est-à-dire que quand il y a 3 ans tout juste, Regard avec d'autres médias, nous avions lancé un appel qui avait été signé par 300 personnalités issues de la société civile, des intellectuels, des artistes. Il avait été rejoint par plusieurs dizaines de milliers de signataires. Les seuls à ne pas avoir signé cet appel, à gauche en tout cas, c'était la France Insoumise, en dehors de Clémentine Autain qui avait, elle, signé cet appel. On était fâchés à l'époque. Mais pourquoi? C'était quoi c'est qu'il y avait un malaise quand même sur la question migratoire. C'était un appel simple qui était pour l'accueil digne des migrants en France. Mais si tu veux, bon, à l'époque on était fâchés, faut pas se mentir, on était fâchés politiquement, ça se passait mal. Bon, c'était un autre contexte aussi, c'était un peu moins touchy de parler de ça qu'aujourd'hui.
Maintenant, aujourd'hui, la direction, en tout cas pour l'élection présidentielle, elle est prise, quoi. Je veux dire, moi, je suis content quand même d'être dans un parti politique, dans une organisation politique, un mouvement, pardon, dans une organisation qui est claire sur ces thèmes-là, que ce soit sur l'islam, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la sécurité. Voilà. Et sur la question migratoire, par exemple, sur la question des transferts de fonds, ce truc en plus est débile, parce que, si tu veux, il y avait un débat à la base. Le débat, c'était à quel moment on ne fait pas non plus croire aux gens que les gens ont forcément envie de partir de leur pays, quoi. Voilà. C'est ça le débat à gauche, je veux dire, entre gens sincères, on va dire. C'est un débat. Moi, je veux dire, mais si on clive là-dessus, ça me dérange pas, en fait. Voilà, moi, si ça me dérange pas de recevoir des critiques sur cette base-là. De la même manière que sur les sujets de gauche, ça me dérange pas de recevoir des critiques de gens qui disent mais le SMIC à 1400, faudrait que ça soit plus. Si le terrain du débat il est là, moi ça me va de se critiquer, de se pouiller, etc. Mais justement, la question c'est comment on se remet en centralité dans ce débat-là. Et je le redis, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Ok, on n'est pas maître de l'agenda médiatique. Ok, il y a plein de types d'extrême droite sur les chaînes, mais nos idées sont fortes. Je veux dire, on a survécu à je sais pas combien de monarchies qui voulaient abattre la Révolution française. C'est pas Zemmour et Le Pen qui vont nous abattre nos idées. C'est pas vrai cette histoire. Enfin, je veux dire, on est en train de mentir aux gens. Les idées de gauche sont surpuissantes. Voilà, c'est des idées de partage, de solidarité. Et à un moment, ce qui manque, c'est des gens pour incarner cette surpuissance des idées-là. Et parce qu'ils ont peur. Parce qu'il y a des gens très intelligents à gauche. Je veux dire, moi, je me considère pas comme plus fort que les autres. Je prépare peut-être plus les dossiers. Non, mais c'est un vrai truc. Mais il y a des gens extrêmement brillants, je fais pas le poids face à eux, mais qui ont peur de perdre ce petit capital symbolique qu'ils ont eu toute leur vie, du bon républicain. Mais au bout d'un moment, quand c'est la baston, il faut descendre dans la baston. Donc toi, tu dis il n'y a plus de malaise sur la question migratoire. Non. Mais il n'y en a jamais eu. Enfin, je veux dire, moi, il y a eu un débat. Au moment de l'appel sur l'accueil des migrants, il y avait malaise. Le seul mouvement, la seule organisation de gauche qui n'avait pas rejoint l'appel, c'était la France Insoumise. Ouais, parce qu'on se sentait visé par le truc. Mais bon, après, ça date. Hein. Moi, pour être honnête, je me souviens plus de tout. Mais ouais, il y a un débat. Encore un mot quand même sur la position de la France Insoumise, parce qu'on a bien compris, Jean-Luc Mélenchon a été très clair, il a dénoncé une décision cruelle, injuste et stupide, en prenant les termes de... Enfin, en tout cas, il répondait à la proposition d'Arnaud Montebourg. Et s'il dit, lui, justement, qu'il faut créer les conditions d'un accueil digne, il dit autre chose que tu commençais à dire, et il est allé sur un terrain pour dénoncer la proposition d'Arnaud Montebourg qui peut poser question. Il dit que cette proposition est stupide parce qu'elle favoriserait les causes d'émigration. Est-ce que cet argument, finalement, il ne renvoie pas aux termes tels qu'ils sont posés dans le débat, c'est-à-dire que l'immigration est en soi un problème? Non, parce que là, la manière dont c'est dit, c'est plus pour se foutre de lui, quoi. C'est-à-dire juste de dire, mais même si on reprend ta logique, c'est débile. Parce qu'en fait, si tu coupes les Western Union, ça favorise l'immigration. Les gens doivent partir. C'est-à-dire, si on reprend, parce que la proposition de Montebourg, c'était de dire ça pour tarir les flux d'immigration. Donc c'était juste de manière à dire ça. Maintenant, sur la condition d'accueil digne, moi je rappelle aussi une chose, c'est vrai qu'il faut faire attention parfois à la manière dont on le dit, etc. Là, pour le coup, j'ai aucun doute sur le fait que c'était juste pour le reprendre. Mais on a sorti des propositions. Je veux dire, la proposition principale qu'on avait fait, et moi j'étais vraiment content qu'il y ait ça, c'est au moment de la loi Asile-Immigration de Collomb, où la France Insoumise, le groupe parlementaire, a sorti un livret de contre-proposition. Faut se replonger dedans, parce qu'on sortait des choses quand même qui étaient intéressantes. Enfin, moi je trouvais qu'on n'inventait pas, qui étaient issues d'auditions, d'associations ou autres. Mais justement sur des propositions politiques qui, je pense, peuvent toucher les gens. Quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de gamins en centre de rétention. Mais je veux dire, il suffit d'aller sur le terrain. Moi, j'y suis allé quand je bossais avec Éric Coquerel. Dans des centres de rétention, les gens le vivent comme une prison, parce que c'est des prisons, ces trucs-là. Voilà, c'est des conditions quand même, faut le savoir. Les gens sont plus ou moins incarcérés, en fait. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des gamins là-dedans. Et ça, cette proposition-là, je me dis, mais même sur quelqu'un qui n'est pas forcément hyper conscient de la chose, ça peut le toucher quand même, de dire on ne va pas mettre des gamins de 7 ans là-dedans, de prendre les images et d'y aller. C'est tout. Et ce combat culturel-là, on peut le mener. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aucun doute sur le fait que les gens peuvent être touchés par cet argument-là. C'est une proposition politique. On met plus de gamins en centre de rétention. Le logiciel d'Arnaud Montebourg, on voit bien depuis quelque temps, il est clairement sur un registre ou sur la question de la souveraineté. Il parle autant de souveraineté populaire, mais une souveraineté qui parfois dérive vers la souveraineté nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cette tentation au sein de la France Insoumise sur le retour à la souveraineté? Ça dépend. En fait, il y a le patriotisme et le nationalisme, quoi. En fait, c'est ça le débat de fond. Moi, j'ai aucun problème, par exemple, à me dire patriote, même si c'est vrai que la notion il y a une connotation, on voit bien qu'il y a une connotation, il y a une envie de réinvestir le vocabulaire qui a parfois été dévoyé, mais on sait bien que la souveraineté populaire, il est moins question de souveraineté populaire que de démocratie, souvent. Donc pourquoi revenir sur ce terrain de la souveraineté? Parce que aujourd'hui, on ne maîtrise pas... justement. Non, mais parce qu'il y a quelque chose de fond, c'est qu'on ne maîtrise pas toutes nos options politiques aujourd'hui dans le pays.
dans notre rapport à l'Union européenne, par exemple, nos politiques économiques seront quasiment impossibles à mettre en œuvre si on accepte le cadre. Donc c'est qu'à un moment, et bon, après moi, il y a des débats très théoriques sur le fait de déléguer sa souveraineté, est-ce que c'est pas une preuve de souveraineté, hein, le fait de dire la France délègue sa souveraineté à l'Union européenne, c'est la preuve que justement elle donne quelque chose qu'elle peut reprendre. Bon, moi, je veux bien qu'on ait un débat abstrait là-dessus, mais par contre, le fait de dire que le peuple, la France en général, dans lequel effectivement, faut faire la pression de dire le peuple, c'est tout le peuple. Hein. C'est pas juste, c'est aussi les Noirs et les Arabes, quoi. Faut le dire aux racistes. Mais dans lequel le peuple reprend en main son destin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que dans nos institutions, à l'intérieur du pays, le peuple n'est pas maître de son destin. La Ve République, c'est quoi? C'est un président de la République qui décide tout seul. Et ça a éclaté aux yeux des gens sur le Covid, je pense. Là, on a fait passer des semaines les parlementaires sur les mesures sanitaires, sur le pass sanitaire, et puis mardi, Macron, il va parler. Il n'en a rien à faire, il va parler. Et ça énerve les gens. Donc il y a cette question de la souveraineté populaire, et puis il y a la question de comment, à l'échelle nationale, on rend ça possible, au sein des institutions européennes, etc. Comment on fait en sorte que cette souveraineté populaire, elle soit aussi concrète à l'international. Aujourd'hui, les règlements de l'Union européenne, par exemple, ils nous en empêchent. Alors après, il peut y avoir ce truc théorique de la souveraineté nationale, est-ce qu'on l'a ou pas, mais bon, ça reste quand même un sujet pour les gens. Voilà. Depuis 2005, il y a quand même une coupure sur le référendum de non au traité constitutionnel européen. Il y a quand même eu cette coupure, et je pense qu'il y a besoin de leur parler de ça. Après, moi, je ne suis pas effectivement fanat de toujours parler de la souveraineté nationale uniquement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais on ne peut pas l'exclure du logiciel, du moins c'est mon avis. Mais c'est notre différence par rapport aux courants politiques qui sont plus à notre gauche, qui sont par exemple beaucoup plus marqués sur les questions qui se disent plus internationalistes. Moi, je trouve pas que j'ai de leçons à recevoir là-dessus, mais qui se disent plus internationalistes. Mais on voit bien quand même que ce débat autour de la souveraineté nationale dérive sur la question des frontières. On avait entendu d'ailleurs François Ruffin dire défendre l'idée même de frontières. Il y a un glissement quand même à gauche sur cette question-là. Ben, il y a un glissement de la part de gens qui font pas gaffe. Enfin, je veux dire, en fait, sur ces questions-là, si on n'est pas très formé, très au courant de ce qu'on dit, effectivement, ça peut glisser vite. Mais quand on est sûr de ce qu'on dit et qu'on le fait de manière positive, saine, etc., par exemple de dire qu'il faut des frontières sur les marchandises, moi, ça me choque pas. Hein. Enfin, voilà, moi je suis pour qu'on mette des taxes, par exemple, sur des marchandises qui respectent pas des normes écologiques ou sociales. Maintenant, après, il y en a à qui ça va pas. Mais moi, c'est pas mon avis. Et c'est pas un débat xénophobe, à mon sens. Par contre, voilà, si la question des frontières, on la traite que sur la question des personnes et des flux migratoires, là, il y a un problème. Effectivement. Et c'est le problème de la gauche en ce moment, enfin des responsables de la plupart des organisations de gauche, c'est de dire qu'en fait, les frontières, c'est juste les êtres humains. C'est ça, pour moi, le plus gros problème. Ou alors de dire, bon, il y a les marchandises, mais on revient très vite aux êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, moi je les vois, Roussel, Montebourg, ils font un peu ça. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils sont contre le libre-échange, etc. On va pas leur enlever ça. Mais bon, ça prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que aussi dans la manière dont on le dit, dans la manière dont on présente la priorité, pour moi, hier, il a défendu les notions de frontières aussi. Hein. Ouais. Pour parler de Montebourg, il ne revenait pas sur les frontières de marchandises. Là, il était plutôt sur les frontières qui coupent aussi les êtres humains d'un pays à l'autre. Mais oui, mais parce que moi, je le redis, moi je ne suis pas pour la libre circulation de tout. Il y a un principe fondamental qui est la libre circulation des personnes, qui n'est pas qu'un principe à l'Union européenne, qui est un principe. Et ça, pour le coup, on n'est pas contre ça. Je veux dire, jamais Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était contre ce principe-là. Il a juste qu'on essaye de dire, et c'est vrai qu'il y a un débat à gauche, c'est de dire, mais les gens ne veulent pas partir de leur pays. Donc arrêtons de faire comme si les gens ont envie de se barrer, que tout le monde a envie de partir partout. Nous, on considère que c'est pas vrai. Voilà. Et que ça entraîne beaucoup de souffrance de partir en vérité. Donc que le but, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas à partir. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont forcés de partir. Et avec la catastrophe climatique, ils vont être encore plus forcés de partir. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a une précaution à prendre, mais qu'on prend. C'est de dire quand ils sont là, on les accueille dignement. Et c'est là qu'il y a la différence qui se fait avec, et je pense que c'est là que le glissement il se fait. C'est pas de dire on fait en sorte qu'ils partent pas, mais c'est dire ils sont là, on leur tend la main, on prend pas ça comme un problème, ni comme une richesse d'ailleurs. Moi je déteste ce truc, les migrants sont une chance pour la France. Ben, on s'en fout, c'est pas la question. Il y a des êtres humains qui sont en galère, on les aide. Et on est capable de le faire. Parce qu'on est la 6e puissance économique du monde, et que c'est pas à cause des migrants que les gens sont pauvres dans le pays. Ça, c'est ça le discours en ce moment qu'on nous tient. Hein. Zemmour et compagnie, il faut regarder ce qu'il dit, hein, c'est pour aider à ce que les travailleurs, les prolos blancs en gros, aillent mieux, on va prendre les aides aux étrangers. Mais ça coûte rien ça. C'est-à-dire le mec il chiffre à 20 milliards la mesure, mais 20 milliards dans le budget de l'État ou dans le PIB de la France, c'est rien. Les étrangers coûtent pas cher.
C'est ça la vérité. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, quand il fait sa déclaration sur les travailleurs détachés, par exemple, il contribue pas un peu à mettre un peu un doute aussi dans l'opinion publique, qui serait de dire, vous voyez, c'est des travailleurs étrangers qui, ils disaient pas après le travail des Français, mais ils disaient en gros, ramènent les salaires vers le bas, quoi. Tiens, les salaires vers le bas. C'était une Non, erreur de sa part. parce que le truc, c'est que alors il y avait le truc bon, sur l'Union qui avait été dit, je crois, au Parlement européen à l'époque, mais c'était il y a très longtemps ça. Mais on avait notamment, entre-temps, il y a notamment Marina Mesuré, par exemple, qui travaille au Parlement européen, qui est spécialiste sur cette question-là, sur la question sur la CGT, et que la vérité du travail détaché, c'est que c'est une entreprise à exploiter les gens. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi le dire. C'est-à-dire que il y a, du point de vue légal, on accepte le dumping social, c'est-à-dire on accepte des normes sociales par le bas, c'est un vrai truc quand même. Et puis il y a le légal, et puis il y a tout ce qui se pratique autour du légal. C'est toujours la même chose dans le social. C'est que il n'y a pas que ce qui est permis, il y a ce que les gens se permettent. Et en fait, quand tu as des gens qui ont des feuilles de paye à 0 € ou des travailleurs détachés qui sont tellement exploités que t'as 10 noms sur le même numéro de sécu social parce que le patron, il s'embête pas, il veut pas trop payer de cotisations sociales, bah, c'est qu'il y a un problème dans le système. Moi, je suis contre ça. Enfin, je préfère être honnête avec les gens. Moi, je suis contre le travail détaché. Si l'argument c'est de dire qu'il faut tout laisser circuler et qu'on accepte des normes sociales inférieures, non, je suis pas d'accord. Par contre, après, s'il y a une question de solidarité à avoir envers d'autres pays, moi, il n'y a pas de problème. C'est par exemple sur le Covid, quand on parle de mettre les brevets en accès libre, c'est pas à la France que ça va profiter les brevets en accès libre. Principalement, c'est notamment à l'Afrique. Voilà. Donc moi, je pense qu'on peut avoir des positions fermes sur l'exploitation des individus au nom du libéralisme, du libre-échange, etc. Et en même temps, dire qu'on peut avoir des propositions de solidarité internationaliste. Ça, pour moi, il n'y a pas de... Je le prends de manière saine. Et encore une fois, faut pas se braquer quoi quand il y a des critiques. C'est pas grave s'il y a des critiques, c'est normal. Enfin, je veux dire, à gauche, on débat, on se pouille, on se déteste de temps en temps. C'est la gauche, quoi. Je veux dire, c'est normal de s'engueuler sur ces questions-là. Parce que c'est des questions, effectivement, qui touchent à des choses quand même très sensibles pour les gens, vis-à-vis de leur parcours. Et donc, moi, je suis pas pour mépriser ça. C'est vrai. Mais par contre, je suis ferme sur mes positions, voilà. Mais encore une fois, s'il y a un débat, tant mieux. Moi, j'accepte les arguments si on me les donne. Hein. J'ai une dernière question, David. Pour le moment, selon les instituts de sondage, qu'on critique aussi abondamment, mais quand même, il y a une tendance qui se dessine par un seul des candidats de gauche ne semble dépasser les 10%. L'extrême droite atteint des records jusqu'à 40% des intentions de vote selon les sondages. Le match de la présidentielle semble de plus en plus clairement se jouer entre la droite et l'extrême droite. Est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir la stratégie de fond en comble? Moi, je veux bien, mais sur quelle base, quoi? Parce que c'est facile de dire faut voir la stratégie. Parce que la campagne est lancée depuis un moment. Jean-Luc Mélenchon est campagne depuis un long moment. Alors on est en pré-campagne en fait, encore. Hein. En fait, tout le problème de la période qu'on vit, mais on l'a déjà connu quand on a fait la campagne de 2017 et celle de 2012, c'est qu'à cette période-là, les classes populaires sont pas totalement entrées dans le processus. Notamment sur la question des réponses aux sondages, etc. Ces gens prennent juste les gens qui sont sûrs et certains d'aller voter. Et on sait que la volatilité, elle est plus forte dans les classes populaires que dans les classes Donc le même scénario de 2017 pourrait se repasser Moi, c'est mon avis. Je pense qu'on a besoin de cliver à gauche. Je pense qu'on a besoin de pousser à fond sur nos thématiques qui intéressent les gens. Parce que c'est pas vrai que ça les intéresse pas. Je pense que parler des 32 heures et marteler les 32 heures, par exemple, ça c'est un vrai sujet de débat. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas ça. Hein. Il parle des 35 heures. Il dit déjà revenons aux 35 heures. D'aller vers les 32 heures. Dans notre programme, c'est aller vers les 32 heures. Parce que c'est pas simple. Hein. Enfin, je veux dire, techniquement... on change toute la société, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, 35 heures et d'aller vers les 32 heures. Moi, je suis pour marteler ce genre d'objectif. La retraite à 60 ans. Peut-être même faire hurler les types de droite, dire mais même moins sur beaucoup de professions. Parce que les gens qui ont le dos cassé, en fait, ils vont pas travailler jusqu'à 60 ans. Et c'est pas grave. Et je pense que dans le débat médiatique, parce que moi, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup là-dedans que je suis confronté. Encore une fois, quand on a ce genre de proposition, on peut en faire des très belles choses. Nos idées sont belles. Et c'est ça qui me met en colère quand j'entends Arnaud Montebourg et tout, c'est que en fait ils abdiquent sur ça. Tu sais, tu connais le dicton, hein, ils sont grands parce qu'on est à genoux. Donc assumer d'être de gauche, c'est ça la ligne, c'est ça la stratégie. Ouais, alors bon, il y en a qui se disent pas de gauche, ce que je peux respecter parce que bon, c'est le PS, etc. Moi, je me dis de gauche. Je le claironne pas parce qu'effectivement l'étiquette est quand même un peu empoisonnée depuis le mandat Hollande. Mais moi, je me dis de gauche. Mais effectivement, il y a quand même la question d'être fier de ses idées en fait, parce que oui, l'extrême droite elle est forte, ces idées elles circulent, ils sont présents dans les médias, ils sont présents même dans des médias de masse, ils sont présents sur les réseaux sociaux, je me fais harceler régulièrement, mais nos idées sont plus fortes qu'eux, parce que nos idées elles s'appuient sur des réalités concrètes.
Et la réalité concrète aujourd'hui, moi je le dis, il y a plein de discours à avoir. Un des trucs, c'est que on n'a plus le temps de rien dans ce pays. On n'a plus le temps de prendre soin des nôtres. C'est un vrai truc, hein. Enfin, je veux dire, et ce discours peut toucher les gens. On n'a plus le temps de prendre soin de nos anciens. Enfin, franchement, la manière dont on traite nos anciens aujourd'hui, c'est une honte, quoi. Je veux dire, moi, j'ai y compris vécu des expériences personnelles. T'as quelqu'un de 80 ans de ta famille qui est 34 heures sur un brancard aux urgences parce qu'il n'y a plus de place. C'est pas vrai que ça va pas toucher les gens en le disant. Il faut juste y aller avec les tripes. Mais on n'a plus le temps de prendre soin de nos gamins, quoi. Je veux dire, les gens courent après le temps, ils courent. Et cette question de libérer le temps, il n'y a que la gauche qui peut le faire. La droite, ils s'en foutent. Ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire, il y en a qui sont pas des monstres, hein, mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'il y a des objectifs comptables dans leur vie. Zemmour, il n'y arrivera pas. Le Pen, elle n'y arrivera pas. Retailleau, Pécresse, Macron, ils n'y arriveront pas à libérer du temps pour les gens. Parce que dans leur logiciel, ça marche pas. Il y a un truc qui coince. Nous, on peut le faire. Parce qu'on est aussi dans une logique de se dire, mais on va lutter contre les gens qui organisent la société comme ça. Quand je parle d'aller vers les 32 heures, c'est ça le truc de fond. C'est pas juste de dire, oui, alors on a une mesure économique intéressante. Les gens, vous allez reprendre du pouvoir sur vos vies, les amis. C'est-à-dire que c'est possible de le faire, techniquement. Il va falloir le prouver. Donc il va falloir travailler. C'est un vrai truc. Parce que je trouve qu'à gauche, les gens travaillent plus beaucoup. Je suis content d'être dans un groupe politique, tu vois, qu'un groupe parlementaire, quand même, qui a fait le taf. On peut lui reprocher tout ce que vous voulez, hein. Ils ont fait le taf. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des contre-propositions, on a des contre-projets, on auditionne des centaines de gens. Mais on peut reprendre ce pouvoir-là. Et ce discours est fort. Enfin, je veux dire, moi j'y crois. Et dans les médias, c'est un peu le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que on a l'impression qu'ils s'y croient pas, les gars, quoi. Mais réveillez-vous. Enfin, je veux dire, je sais pas si tac tac tac. Réveillez-vous. Enfin, vraiment, allez-y avec les tripes parce que ça marche. C'est pas vrai que ça marche pas. C'est sûr même que ça marche. C'est hyper puissant comme discours. De dire que vous allez pouvoir bien vous occuper de vos gamins, vous allez pouvoir bien vous occuper de vos anciens. Ça, c'est le truc à dire. Voilà, moi, c'est mon avis. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mais en ce moment, j'ai l'impression que ça marche pas trop mal non plus. Donc, voilà. Eh ben, on suivra avec attention la suite de la campagne. Merci beaucoup, David. Merci.